Bienvenue dans ce nouvel épisode des rencontres désinspirantes de Disruption Protestante. Chaque semaine, une position lucide à rebours du mythe de la Startup Nation avec un acteur de l'innovation française. Je suis Antoine Gouritin. La semaine dernière, Paul-Louis Beltante vous a expliqué la différence qu'il fait entre entrepreneur et start-upper, ses motivations pour fuir l'écosystème parisien et sa vision des relations entre start-up et grands groupes dans un épisode décapant. Vous pouvez écouter cette discussion dans votre application de podcast préférée sur Spotify et sur disruption-protestante.fr. Aujourd'hui, direction Grenoble pour rencontrer Antoine de Decker. Antoine est l'un des cofondateurs de l'entreprise Inceptive qui travaille dans le domaine en plein boom de l'intelligence artificielle et des chatbots, avec une lucidité sur la technologie et le marché qui est étrangère à la plupart des startups du secteur. J'ai rencontré Antoine en partie grâce à Thomas Gouritin, mon frangin, connu lui aussi pour ses articles et ses projets remettant un peu de bon sens et les pieds sur terre aux vendeurs de rêves. Thomas est notamment le créateur de la série vidéo Regard Connecté et du podcast documentaire Voyage sonore en terre d'intelligence artificielle que je vous conseille d'aller écouter pour tout comprendre de ce sujet très fantasmé et peu expliqué. Toutes les références sont dans les notes de cet épisode. J'ai donc rencontré notre invité du jour, Antoine de Decker, via le travail de Thomas. Et notre relation a évolué grâce à une passion commune difficilement avouable que je laisse Antoine vous présenter. Bonne désinspiration! On s'est rencontrés grâce à Twitter, comme quoi c'est un outil qui sert à plein de choses, et autour d'une passion commune et morbide pour les entretiens inspirants. C'est par ton frère en fait, je suivais ton frère sur Twitter qui faisait des trucs autour des chatbots, et puis un jour ton grand frère je crois a parlé de toi, a parlé de, je sais plus quel projet c'était exactement, et ben, je pense qu'il teasait sur Disruption Protestante justement, ouais. Et on s'est mis à s'échanger les meilleurs plans de podcasts d'entrepreneurs inspirants. Ouais, c'était ça, il y avait des choses incroyables. Et puis t'as commencé à m'en envoyer un ou deux, et puis tu m'as dit mais c'est ta cam, et je dis oui, j'ose à toi te le dire, on se connaît pas, donc c'était facile, on se connaissait pas encore, donc on pouvait s'avouer des choses inavouables. Et c'est comme ça, je sais pas si on peut dire des noms, on va dire des noms, il y avait un certain Delaroche Brochard, je crois, qui est connu, qui sévit, et il y a des trucs extraordinaires, hein. Il faut regarder, c'est étonnant. Et puis très vite on glisse ensuite, il y a d'autres personnes connues, il y a tout un écosystème en fait, des gens inspirants qui donnent des cours à des start-upers ou des futurs start-upers, ça se mord un peu la queue, et il y a des choses qui sont fantastiques. C'est justement, c'est un peu ce format-là que je voulais reprendre dans ces interviews, mais on va parler de choses un peu plus sérieuses, et tu parlais de chatbot, ça tombe bien, je voulais commencer par là. Donc tu travailles dans ce domaine-là, est-ce que tu peux expliquer à nos éditeurs de quoi ils retournent, et pourquoi toutes les entreprises ne jurent que par ces deux mots magiques, intelligence artificielle et chatbot? Enfin, ça fait 3 mots du coup, mais... Alors ça fait 3 mots, ça fait 2 concepts. Alors on va prendre la mère de tout, le mot principal qui va être intelligence artificielle. C'est le moteur d'une expression que je honnie, qui est la transformation numérique. La transformation en quoi en fait, on sait pas vers quoi on va. Et l'intelligence artificielle a de nombreuses promesses. Et je regardais il y a 6 mois. Je préparais des slides pour un appel d'offres à lequel on répondait, on devait un peu expliquer ce qu'on faisait, et je regardais en fait la courbe de Gartner. Donc Gartner, c'est un cabinet d'études qui vend des études aux grandes entreprises, classe chaque année des technologies sur une courbe. Donc c'est une sinusoïdale, hein, qui monte très haut, qui descend très fort et qui après remonte tout doucement. Vous pouvez la voir sur internet. C'est le cycle de hype. C'est le cycle de la hype, exactement. Ils appellent ça comme ça. Et donc tout en haut du cycle de la hype, c'est le pic des inflated expectation, en anglais avec mon accent pas terrible, et qui descendent vers la vallée de la désillusion en fait. Donc c'est quand la courbe se casse la gueule. Et en fait, tout ce qui est intelligence artificielle, alors ça a eu plusieurs noms. Ça s'est d'abord appelé intelligence artificielle, après ça s'est appelé machine learning, maintenant ils ont appelé ça deep learning, et elle est toujours en haut depuis 4 ans en fait. Ça fait 4 ans qu'elle est tout en haut de la courbe des attentes exagérées. Voilà. Donc ça c'est assez amusant. Personne ne comprend réellement ce que c'est. Tout le monde va pouvoir projeter un petit peu la science-fiction. Il y a tous les sujets aujourd'hui comme le transhumanisme qui viennent se greffer dessus. Et puis derrière, tu mets une bonne couche de marketing, tu secoues et t'obtiens à peu près n'importe quoi. Voilà. Donc c'est cette façon-là. Alors c'est ce que j'allais te dire, parce que si ça marche autant, c'est qu'il y a des investisseurs à fond, il y a des grandes entreprises à fond. D'un point de vue entreprise, pourquoi est-ce qu'ils investissent là-dedans, et quel est on va revenir au chatbot justement, deuxième concept dont je parlais. Tout le monde fait du chatbot, alors pour beaucoup il n'y a pas vraiment d'intelligence artificielle dedans, tu vas nous expliquer ça. Et quelle est la promesse pour des entreprises qui investissent dans ces technologies-là? Alors il y a la première chose, le problème, non c'est pas le problème, c'est mon métier. Ça fonctionne, c'est-à-dire que quand on fait
du machine learning en fait, parce que pour bien expliquer les gens, si on enlève l'idée de conscience, l'idée d'un système artificiel qui aurait conscience de lui-même, qui aurait une âme, un esprit, mais là on va taper dans la philosophie ou dans les biotechnologies, c'est pas du tout ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est du machine learning. Le machine learning, c'est alors comment l'expliquer simplement? Au lieu d'écrire un logiciel, quand on écrit un algorithme, quand on écrit un programme informatique, on écrit des règles et il y a un microprocesseur qui va exécuter les règles. Et puis il y a certains types de problèmes, c'est ce qu'on fait avec du machine learning. Au lieu d'écrire les règles, on va montrer un exemple, un algorithme, un réseau de neurones par exemple. C'est un algorithme qui simule, qui copie le mode de fonctionnement de couches neuronales au niveau cérébral d'un être intelligent. Donc il n'y a pas d'intelligence, j'ai juste une copie d'un système biologique. Et on va lui donner les exemples. On va prendre un exemple tout simple. Tu veux classer des photos de chats et des photos de chiens. Donc tu vas étiqueter 10 000 photos de chats, 10 000 photos de chiens dans un dossier. Tu vas dire à un réseau de neurones, ça c'est un chat, boum, ça c'est un chien. Et ensuite, il va fabriquer un modèle. C'est-à-dire qu'en fait, il va représenter ces photos mathématiquement, il va isoler des caractéristiques, et ensuite, il sera capable de donner une prédiction, de classer les éléments, en disant, bah, ça c'est plutôt un chat à 80%, ça c'est plutôt un chien à 20%. Et c'est comme ça qu'on pourra reconnaître. Et tous les gens qui ont des smartphones, Apple ou Android, vont dans leurs photos, recherchent chat ou chien, ils vont pouvoir, automatiquement, le système va extraire les chats et les chiens sans qu'ils l'auraient appris. Alors, ça sert pas à grand chose. Si par contre, tu as aujourd'hui des systèmes qui marchent pour détecter des tumeurs, par exemple, tu prends une photo d'un grain de beauté, et le système est logiquement capable de te dire, bah, j'ai appris, je sais ce que c'est qu'un grain de beauté qui est sain, ou un grain de beauté qui peut être inquiétant, il faut aller voir un dermato. Voilà à quoi ça peut servir. Donc en fait, ça fonctionne. Pour tout ce qui est classification, ça fonctionne très bien. Ça, c'est le premier volet. Le second volet, c'est tout ce qui va être la prédiction. Comment est-ce qu'on prédit un événement? Ça a une valeur importante pour d'énormes quantités de services au sein d'entreprises ou d'organisations. Et là aussi, ça fonctionne bien si on a des bonnes données en apprentissage, parce que le nerf de la guerre, c'est la data. Il y avait une vieille slide qui était rigolote, qui m'amusait, c'était le data, c'est le pétrole d'aujourd'hui. Alors quand je m'en servais, celle-là en présentation, je mettais toujours un puits de pétrole en train de cramer sous Saddam Hussein en 91 ou début 92, je sais plus, pour expliquer, oui, ça a de la valeur, mais le problème c'est que vous savez pas où elles sont, vous savez pas qui les utilise, il y a des vrais problèmes par rapport à ça. Donc pour juste revenir à la prédiction, il y a un exercice qui est rigolo, enfin il est morbide, donc les gens s'en souviennent, c'est le Titanic. Le Titanic, c'est un jeu de données qui est fermé, qui est maîtrisé, donc il y a 3000 personnes qui vont sur un bateau, et on connaît tout, leur nom, leur âge, leur sexe, le prix du billet, sur quel port ils ont embarqué, sur quelle cabine ils étaient, sur quel pont ils étaient. Donc on imagine un tableau Excel où il y a 3000 noms et une vingtaine de colonnes, 22 je crois. T'as ces colonnes-là, et la dernière colonne, c'est ce qu'ils sont morts ou pas sur le bateau. Donc tu envoies ça dans un réseau de neurones, je crois, c'est la technologie qu'on utilise, et puis ensuite le système va chercher tu dis, je veux pouvoir prédire. Est-ce que je peux prédire la mortalité des personnes? Et le système y arrive, puisque aujourd'hui, l'état de l'art, c'est 84%. Voilà, on est capable de définir à 84% si une personne va mourir ou pas sur le Titanic. Ça n'a aucun intérêt aujourd'hui. Par contre, ça illustre très bien la problématique. Si toi, je te prends un extrait de ces 3000 personnes, je te fais une liste de 500 avec les 20 colonnes, tu regardes, t'analyses et tu vas me dire, bah tiens, apparemment, quand ce sont des femmes et des enfants dont le mari est riche, qui étaient en première classe, ils ont plus de chances de survivre qu'un type moins argenté qui était seul au fin fond des cales du Titanic. Voilà. Donc ça, t'as pas besoin d'intelligence artificielle pour arriver au même résultat. Par contre, quand tu vas commencer à faire le même exercice avec des bases de données beaucoup plus importantes, on va pas parler de 3000 enregistrements, facilement de milliards d'enregistrements, et puis c'est des colonnes, il n'y en aura pas 20, il y en aura peut-être 300 ou 1000 ou 10 000 ou 100 000. À ce moment-là, t'as tellement de données que l'esprit humain n'arrive plus à faire abstraction ne peut pas faire la globalité des informations, il va se concentrer que sur certains éléments de la masse de données. Et c'est là où on voit des experts qui connaissent très bien leur métier, très bien leur milieu, et qui vont dire non mais ça c'est des informations qui m'intéressent pas, j'ai aucun intérêt à les regarder. On va imaginer qu'on est dans l'industrie avec des capteurs ou dans le marketing avec des signaux faibles, ça nous intéresse pas. Et l'intérêt de ces systèmes dits prédictifs, c'est qu'ils vont englober la majorité des données et ils vont être capables, quand ils ont bien été appris, quand on n'a pas inséré de biais dans les données, quand on a nettoyé tout ça, on va être capable de prédire certains événements. Et le chatbot alors, parce que c'est ce qu'on voit beaucoup maintenant, on est loin de choses aussi compliquées que ça. Tout à fait. Qu'est-ce qui peut être fait pour l'instant et pourquoi ça intéresse les boîtes? Alors, le chatbot, c'est alors je devrais pas le dire parce que j'en fabrique, j'en vends, j'ai une très belle plateforme de chatbot. Le chatbot, souvent c'est un truc de forain, voilà, c'est quelque chose de vous savez, il y avait une tirette avec un élastique qui tire derrière. Donc on a l'impression on vend l'intelligence, on vend la personnalisation.
En fait, il y a un petit peu d'intelligence artificielle dans les chatbots pour lisser en fait une conversation. Notre solution à nous et qui ressemble structurellement, on n'a pas réinventé des choses incroyables, qui ressemble à beaucoup, c'est un outil d'abord qui va construire une conversation. C'est-à-dire qu'on va faire un schéma de conversation en disant, on commence à dire bonjour à la personne va répondre ou pas, et puis on va ensuite lui poser des questions et on va la diriger dans des parties de la conversation. Question toute simple, vous voulez réserver un billet sur la SNCF, il y a un chatbot qui marche pas mal, vous voulez réserver un billet, elle va poser des questions sur quelle ville, elle va être capable de comprendre l'entité ville, donc Lyon, Paris, Marseille, et puis ensuite elle va se remplir des bases de données, et puis elle va transformer ce qu'elle aura isolé de la conversation dans un programme qu'elle envoie une base de données, elle renverra le résultat. La voix en fait devient une interface. Il y a un petit peu d'intelligence artificielle, puisqu'à un moment donné, il va falloir être capable de détecter les intentions. Je veux réserver un billet de train, je veux réserver un hôtel, je veux prendre une voiture de location, en imaginant qu'on soit dans le domaine de la réservation d'un moyen de locomotion. Et puis ensuite, on doit détecter des entités. À quelle date, pour quelle ville vous voulez prendre un billet de train. Donc en fait, c'est des systèmes de classification, d'extraction de données, où on va utiliser un petit peu d'intelligence artificielle pour être capable d'extraire de façon le plus naturel possible des éléments. Voilà. Donc ça fonctionne quand le graphe de conversation a bien été comment on appelle ça, créé, c'est-à-dire quand on a pris du temps, quand ce sont les gens du métier qui ont analysé leurs problématiques, qui ont créé leur base de connaissances, qui ont dit voilà, nous on voudrait automatiser telle tâche, on voudrait nous simplifier la vie. On peut avoir des résultats. Après, on parlait du chatbot de la SNCF, je faisais tester à un de mes clients qui voulait le regarder, et il lui a dit, on était en période de pré-Noël, il lui a dit je recherche un cadeau pour ma mère. Bon, et le système lui a répondu qu'il fallait pas l'insulter. Alors peut-être qu'il a compris, le maire était proche d'une insulte sur laquelle il avait appris, donc il tombait complètement à côté. Il lui a pas dit, écoutez, je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas en capacité de répondre à votre question. Il a dit, c'est pas bien de m'insulter. Voilà, on arrive vite aux limites du système. Il y a un gros business qui est en train de se monter, il y a beaucoup de boîtes qui se lancent là-dedans parce que le but c'est quoi, c'est pour beaucoup c'est d'automatiser et donc à terme sans doute de remplacer des fonctions support. Alors c'est un but. Nous on a eu la chance de travailler avec un organisme public qui avait la fameuse transformation numérique. Ils avaient une grande partie de leur workflow de travail qui sont entièrement passés sur Internet. Donc il y avait plus de procédures papier. Donc il y avait des spécialistes dans un domaine bien particulier, Bac plus 4, Bac plus 5, qui se sont retrouvés à faire du support informatique niveau 0. J'ai perdu mon mot de passe, j'arrive plus, où est le bouton, à vraiment faire du support bas niveau. On a déployé un chatbot sur leur site et aujourd'hui on arrive à gérer une 150aine on dépanne 150 personnes par jour. C'est autant d'appels en moins qui sont enlevés sur les spécialistes métiers et là ça crée de la valeur. Voilà, donc on peut imaginer que c'est quelque chose de vertueux. Une technologie comme un chatbot, pour qu'elle fonctionne, elle doit être mise en place par des gens qui vont l'utiliser, par des gens qui vont être assistés par un agent conversationnel. Si jamais tu as, on va dire une DSI ou une direction des ressources humaines qui décide de remplacer des humains par des chatbots, il y a peu de chances que ça aboutisse parce qu'ils n'auront pas, à mon sens, la connaissance du métier des personnes, parce que c'est elles qui vont faire l'accueil téléphonique, c'est elles qui vont faire le travail. Et là, ça peut être très très compliqué à mettre en place. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées là-dessus, certaines qui sont un peu engouffrées dans l'opportunité et qui vendent des slides PowerPoint plus que de la technologie. Pourquoi toi tu t'es lancé là-dedans et comment tu t'es lancé là-dedans ? Alors ça a été une opportunité en fait, parce qu'on avait un de nos cofondateurs qui s'était intéressé à ça et qui avait des modèles qui fonctionnaient pas mal en fait. Donc on s'est dit ça peut être intéressant, il y avait une appétence pour ça en novembre dernier quand on a lancé la structure. Donc on a commencé à regarder, on a avancé et puis on a fait une chose assez opportuniste, c'est qu'en fait on s'est guidé par rapport aux appels d'offres publics. En disant, là, on a des acheteurs sérieux qui, en général, sont passés par des cabinets d'études, qui ont regardé le marché, qui ont analysé les situations. Et donc, on s'est guidé, on a fait trois appels d'offres qu'on a répondu sérieusement parce que le cahier des charges était très très bien détaillé. Donc, on a calé un peu notre feuille de route sur la plateforme qu'on souhaitait développer, qui correspondait à 90%. On n'a pas ajusté grand chose, en fait. On a quand même, ça nous a donné quelques pistes, en fait, de travail.
Et on s'est rendu compte en fait qu'il y a plusieurs opérateurs. Il y a des gens qui font des choses très intéressantes, mais il y a d'un côté des gens qui vont faire du marketing, qui vont vendre de la méthode, ils vont vendre ça à partir des autres, des packs qui vendent. Donc on va vraiment des communicants qui trouvent ça magnifique. Ça sera un autre buzzword la semaine prochaine ou l'année prochaine en tout cas. Et d'autre côté, on va avoir des gens qui eux vont vendre des boîtes à outils avec des risques importants de voir ces données partir à l'étranger. Voilà. Par exemple, on a eu un de nos premiers prospects qui nous disait moi j'ai fait une exploration, puis on a fait un premier test avec une solution d'IBM, on va les citer. Et il y a un an, le package en fait de compréhension du langage d'IBM qui marchait, ils avaient des modèles qui fonctionnaient. Le point numéro 2 ou 3 des conditions générales de vente, c'était que les utilisateurs donnent une licence à vie sur toutes les données qui sont rentrées sur le chatbot. Voilà. Donc d'un côté, on va avoir des vendeurs techno qui peuvent avoir des biais un petit peu inquiétants comme celui-là. Et de l'autre côté, on va avoir des communicants qui sont pas forcément des techniciens et qui vont soit utiliser des technologies qu'ils maîtrisent pas forcément très bien, donc avec les problématiques sur notamment tout ce qui est confidentialité des données, ou qui vont intégrer des choses un petit peu à la va-vite. Donc on a souvent des chatbots qui sont ridicules en fait. Quand on les teste, quand on s'amuse un petit peu, celui de la SNCF, moi je trouve qu'il marche pas mal pour réserver un billet. Si par contre on dévie un tout petit peu, en fait on est très loin d'un assistant qui vous aide, qui est capable de faire plusieurs choses. Qui dit buzzword et marché en plein boom dit forcément beaucoup d'appétence des investisseurs. Pour l'instant, vous fonctionnez sur fonds propres et avec les projets facturés à vos premiers clients, si j'ai tout bien compris. C'est ça, ouais. C'est ça. Mais je sais qu'il y a des cabinets d'investissement importants qui sont venus taper à votre porte. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi ils viennent et comment est-ce que tu les reçois ? Nous on est comment dire, j'aime pas le mot start-up parce que c'est un mot qui pour moi qui est extrêmement galvaudé. On en parlait tout à l'heure en préambule de notre discussion des inspirants, de tout ce qu'il y a autour. Alors il en faut, je dis pas, voilà, ça existe, c'est disponible. Il me semble énormément d'abus sur ce modèle économique et puis il y a un côté complètement artificiel, c'est un mode, la startup qui peut fonctionner pour des gens qui ont une technologie de rupture, pour des gens qui ont besoin de gros investissements rapides, mais dans ce que j'ai pu voir, parce que je rencontre beaucoup de startups, souvent c'est des choses qui sont, c'est des idées qui valent ce qu'elles valent, qui sont pas, voilà, mais ça va pas très loin technologiquement, c'est des fois des gens qui ont aucune compétence, des fois il y a pas d'ingénierie, des fois c'est juste une idée qui est lancée, et puis on commence à faire. Tu sais, ils appellent ça d'abord c'est la love money, ensuite il faut prendre un fonds d'investissement, ensuite nous on est parti sur un truc beaucoup plus simple, on a voulu tout de suite adresser le marché et on veut tout de suite avoir des clients, parce que si on n'a pas de clients, c'est que l'idée est pas bonne. Voilà. Si au bout de 6 mois on a quelque chose qu'on a développé qui nous semblait être cohérent en faisant une petite étude de marché, si ça fonctionne pas, si on n'a pas de clients, c'est soit qu'on sait pas le vendre, soit c'est que le produit sert à rien. Voilà. Donc nous ce qu'on fait c'est ça. On fait ça sur fonds propres, on a nos salariés qui sont au capital, donc on a une structure qui est assez légère, on a la chance d'avoir un investisseur qui nous suit sur le long terme. On travaille dans une condition on va dire assez saine. En fait, on passe pas notre vie à essayer de lever des fonds, mais plutôt on passe notre vie à essayer d'avoir le produit qui soit le plus près d'un marché qui est compliqué parce qu'il est saturé de communication. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Ensuite, effectivement, on a eu des fonds qui sont approchés de nous, puisqu'on a fait un site internet comme tout le monde, on a mis les mots qui vont bien comme tout le monde, et puis on a des gens qui viennent nous voir en disant, vous savez, dans une startup qui fait à peu près comme vous, on a investi 1 million, 2 millions, et ça serait bien, si vous souhaitez, on peut se rencontrer. Moi, mon analyse à moi, qui est que la mienne, je suis pas économiste, je suis pas banquier, c'est qu'il y a énormément de liquidités aujourd'hui qui sont détenues par des gens qui veulent investir. La bourse, elle n'a pas les résultats attendus. On attend un crash imminent depuis, ça fait 1 an qu'on l'attend. Il y a des experts qui disent ça va être un peu plus. Ouais, c'est ça. On explique que ça va se dégonfler lentement, qu'il va y avoir comment on appelle ça, que le crash va s'étaler sur 2 ans en fait, on va perdre un petit peu, là il y a des valeurs qui se cassent un petit peu la gueule en bourse. Donc moi aujourd'hui je crois qu'il y a énormément de gens qui ont de l'argent à investir, qui sont pas forcément des gens très techniques. Et il suffit aujourd'hui d'avoir les bons mots-clés pour susciter une forte curiosité. Après je sais pas comment ils fonctionnent, je sais pas s'ils ont des comités scientifiques, je sais pas ce qu'ils regardent. Alors ils ont des grilles, ils nous ont montré. D'abord c'est le leader, c'est le chef du projet. Ensuite ça va être la maturité. Ils ont des grilles. Je sais pas comment ils font. Donc nous on a discuté avec tous les gens qui veulent discuter avec nous
Pour l'instant, on souhaite pas ouvrir notre capital parce qu'on n'a pas un besoin de capitaux extrêmement importants. On est une toute petite structure, on n'a pas des frais incroyables, on n'a pas des bureaux à New York. On est humble, on va dire. On a beaucoup d'ambition, mais on est humble. Donc, on n'a pas des frais de fonctionnement et on n'a pas besoin de passer à une échelle qui demanderait des ressources qu'on n'a pas aujourd'hui. Ouais, on sait que les entreprises tech et dans l'intelligence artificielle et les chatbots en particulier se battent pour attirer et fidéliser les talents, comme on dit maintenant, mais principalement les ingénieurs en fait. Sans levée de fonds, sans choses comme ça, comment est-ce que vous y prenez pour attirer et fidéliser des salariés ? Notamment des développeurs et des ingénieurs. C'est très compliqué le travail en ce moment. C'est-à-dire que moi j'ai 42 ans, je vois des clients, je travaille avec on travaille avec des startups, on travaille avec des grandes entreprises, on travaille avec des vieilles entreprises mais qui sont pas des startups. Enfin, oui, on travaille vraiment avec un tissu économique un peu large. Et moi, je vois fleurir, j'étais dans des salles de réunion il y a pas longtemps, où les gens, ils ont des salles de réunion de créativité, où ils font de la pâte à modeler, où il y a une infantilisation des gens qui font des travaux importants, pas forcément des ingénieurs, hein, je te parle le travail en général. Voilà. Bon, il y a des choses qui m'étonnent un petit peu. Nous, on a la chance de travailler avec des ingénieurs. On a à Grenoble une école d'ingénierie qui s'appelle l'ENSIMAG, qui est une école qui est très bien cotée, c'est une école de mathématiques appliquées. Et nous, nos métiers, c'est de l'informatique, bien entendu, mais c'est surtout beaucoup de maths. Voilà. Donc, la façon dont on travaille, on leur a donné la possibilité de monter au capital de la structure qu'on a créée. Donc, bon, ils ont c'est une aventure entrepreneuriale, on va dire. Donc, ils prennent un petit peu de risques. Ils sont au courant de tout ce qui se passe dans la société. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de salaire incroyable, il n'y a pas de choses comme ça. Ensuite, dans la gestion quotidienne des affaires, c'est eux les experts, c'est eux les ingénieurs, ceux qui développent. Donc, on a un mode de fonctionnement qui est très léger en termes de procédures, de bureaucratie. On essaye d'être au plus efficace. Et puis on a un projet qui est clair. Voilà, c'est qu'on se dit, l'idée, c'est pas l'objectif. Notre objectif à nous, c'est pas dans 3 ans vendre une société qui est surgonflée, sans forcément chiffre d'affaires, mais avec des technologies prometteuses, à des investisseurs qui voudront acheter on fait un pari du long terme en fait. Voilà, on veut devenir une société innovante, qui ait des clients, qui ait un chiffre d'affaires dans lequel on puisse travailler à notre rythme sur les sujets qui nous intéressent. Voilà. Donc on leur vend pas une expérience avec baby-foot, pouf dans un coin, et puis salle de créativité où on fait des Lego et de la pâte à modeler. Donc en fait on travaille, on travaille tout simplement. C'est un peu ringard de dire ça, mais ils font du travail, ils codent, ils réfléchissent à des problématiques, ils font beaucoup de mathématiques, ils font des choses, ils bossent, et voilà. Donc on n'est pas, on s'apprécie, on passe un peu de temps à côté, mais on n'est pas une famille, on n'est pas, voilà, on a un rapport qui me semble être assez sain en fait. Voilà, c'est ce qu'on essaye de mettre en place avec nos collaborateurs. C'est facile à Grenoble d'attirer des talents comme ça, de ce niveau-là. Alors si vous avez l'école d'ingénieurs à côté, c'est peut-être plus facile, mais on entend souvent parler de cette opposition entre Paris ou les très très grosses métropoles et le reste des grandes villes en France. Comment tu le sens toi ? Alors Grenoble est une ville curieuse qui a une très vieille histoire en fait liée à la technologie, parce qu'il y a le CEA qui est là depuis très longtemps, qui est vraiment un pôle important de technologie. Alors il y a des détracteurs, hein, il y a des gens qui en disent du bien, d'autres qui en disent du mal, mais en tout cas ils sont là depuis très longtemps. Donc il y a une vieille culture. C'était un vieux sketch de Fernand Reynaud, c'était ingénieur à Grenoble, pas Grenoble, mais ingénieur à Grenoble en fait. Donc il y a quand même un tissu. Il y a cette école d'ingénieurs qui est assez remarquable en fait dans la façon dont ils forment leurs élèves. Il y a un pôle de compétitivité qui s'appelle Minalogique, qui est très bien, qui est très bienveillant en fait. Alors c'est un mot aujourd'hui, de la bienveillance, le care qu'on met un peu partout. On a vraiment un pôle de compétitivité qui est malgré tout très proche de ces membres. Donc on fait partie de ce pôle depuis mars. Donc non, Grenoble, franchement, c'est pas pour avoir un centre de recherche. Il y a Huawei qui vient de monter un centre de recherche en intelligence artificielle à Grenoble aussi. Non, Grenoble, c'est pour faire de la technologie, c'est pas mal. Okay. Et est-ce que tu traînes un petit peu dans tout l'écosystème French Tech et compagnie, ou t'as pas de temps forcément à perdre là-dedans ? Alors en fait, ça prend énormément de temps. C'est énormément de marketing. Après,
Je connais un peu celui de Grenoble. Il y a des gens très intéressants. Après, il faut pas s'y perdre. C'est un outil. C'est des rencontres. On a rencontré des prospects, puis des gens qui sont des clients aujourd'hui avec qui on a des petits projets. Il faut pas s'y perdre. C'est-à-dire très 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 rapidement. Nous, on nous a proposé plusieurs fois d'être dans des incubateurs. Nous, on a un appartement dans le centre-ville. Qui est pas très grand, mais qui est très très agréable, très bourgeois. On a vraiment pas de problème. Alors, on nous propose dans des hôtels d'entreprise avec toute une série de services, des choses super. Hein. Mais en fait, on passe énormément de temps à discuter, à bavarder, on s'épuise, et puis finalement, on fait pas grand-chose. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, nous on essaye de travailler, et c'est pas forcément, comment dirais-je. Lié, voilà, tout simplement. Et puis après, il y a toute la. Alors la French Tech c'est large, hein. Alors à Grenoble on a la French Tech in the Alps, on a des gens intéressants, mais c'est un comment dire, c'est un outil, ça peut être un relais, ça peut être des sources de contact, mais pour moi il faut pas se perdre dans des dispositifs comme ça. Dernière question, tu disais tout à l'heure, on est dans le haut de la courbe du cycle de hype de Gartner avec l'intelligence artificielle et les chatbots. Ouais. Assez rapidement, comment est-ce que tu vois l'évolution à moyen terme, pas à long terme, mais là, par exemple, vous, donc pour les 2-3 ans à venir, allez. Alors, il y a deux solutions. Soit, en fait, on peut considérer que l'intelligence artificielle, au sens large du terme, on va parler de machine learning, parce que c'est vraiment la brique technologie, en fait, elle a pas passé dans leur courbe, ils ont la vallée de la désillusion, là, qui tout se casse la gueule. Donc soit en fait ça a déjà atteint une certaine maturité. Moi aujourd'hui je vois des projets matures, c'est-à-dire que je vois des choses qui ont été lancées il y a un an et demi et qui fonctionnent, voilà, et qui font des prédictions, qui font dans vraiment des domaines vraiment variés. Aujourd'hui, une entreprise qui a une donnée qui est à peu près structurée et qui a une vraie problématique métier, c'est-à-dire on va pas arriver en disant boum, on fait de l'intelligence artificielle et puis ça marche pas comme ça. On voit des vrais cas d'usage qui fonctionnent, voilà, qui fonctionnent bien. Donc moi je pense que ça va rester. En fait, c'est invisible. C'est des technologies qui sont invisibles. Je lisais un article il y a pas longtemps sur les reconnaissances de maladies, par exemple. Alors IBM s'est cassé la gueule en prédisant des choses à la con, mais juste la reconnaissance d'images typiquement sur des grains de beauté, sur des petites choses comme ça, il y a des choses qui marchent, qui fonctionnent vraiment bien. Je devrais, hein, j'aurais dû peut-être plus préparer, mais j'ai pas d'éléments en tête, mais pour moi en fait c'est des technologies qui vont être complètement diffuses, c'est-à-dire que l'utilisateur les verra pas, a toujours pas conscience que les données sont collectées à l'insu de son plein gré. Alors le RGPD est arrivé, il a un petit peu, il a harmonisé quelques éléments, il a clarifié quelque chose, mais nous je vois le nombre de projets. Aujourd'hui, nous notre problématique c'est de trouver des projets qui sont structurants pour une jeune entreprise en fait, parce que des projets avec des gens qui amènent des données, des problématiques, on en a. Voilà, c'est pas un problème en fait d'avoir des clients. Le problème aujourd'hui c'est d'avoir des clients qui sont structurés et qui derrière vont pouvoir l'implémenter et la mettre en fonctionnement. Voilà. Le problème aujourd'hui c'est ça, c'est filtrer l'époque qu'on peut faire, l'épreuve de concept qui fonctionne et dire voilà maintenant ok ça marche mais comment est-ce qu'on la met en pratique, comment est-ce qu'on s'en sert. Tu commences à avoir quelques projets matures, est-ce que tu commences à avoir des morts déjà en un an aussi? On n'a pas de mort parce qu'en fait on les a vraiment sélectionnés. Il y a des choses où on a vu que c'était pas possible. C'est ce qui est très compliqué quand on fait du machine learning, c'est qu'on dit aux clients voilà on va te faire une phase d'exploration où on peut vous dire qu'en fait on peut rien faire avec vos données. Voilà, parce qu'elles sont pas suffisantes, parce qu'elles sont incomplètes, parce qu'elles sont mal structurées, parce que des données comme ça pour pouvoir faire quelque chose il m'en faut 100 fois ça, donc il me faut 100 ans de collecte de données, donc de temps en temps on peut pas. C'est pour ça qu'on a vraiment choisi et aujourd'hui on a eu, voilà on touche du bois, hein, tous les projets qu'on a lancés aujourd'hui à différents degrés sont en cours les modèles sont créés, sont en cours d'installation dans les systèmes d'information des clients. Bon, on en a pas eu des centaines, on est une toute petite équipe, on est 4. Hein. Donc c'est facile de pas avoir trop de morts. C'est pour ça que nous on et je pensais à la concurrence aussi parce qu'il y a eu beaucoup de hype, beaucoup de fonds levés. Est-ce que tu vois aussi quelques-uns qui ont levé des fonds sur du PowerPoint et qui déjà commencent à avoir des difficultés, voire à fermer Nous on a une caractéristique, c'est qu'on veut être indépendant technologiquement, c'est qu'on développe 100% de nos outils. Aujourd'hui quand on fait du machine learning pour un client, on va pas utiliser des outils de chez Amazon Web Services ou des outils de chez Google, on va utiliser une plateforme logicielle qu'on a développée nous-mêmes
qui agrège aujourd'hui, on va dire 75% des technologies autour du machine learning, que ce soit des pré-traitements, des vectorisations, parce que quand on travaille sur des données, on les transforme en objets mathématiques pour pouvoir les comparer, pour pouvoir jouer avec. Ensuite, on a des technologies, donc c'est des mots qu'on entend beaucoup, du deep learning, des forêts d'arbres de décision, c'est poétique, j'aime bien, forêt d'arbres de décision. On a des réseaux de neurones convolutionnels, enfin voilà, et puis ensuite on a des post-traitements pour optimiser nos résultats. Et aujourd'hui, nous, on est complètement indépendants. En termes de puissance de calcul, on est limité à nos machines à nous. Rapidement, pour certains cas, dès qu'on va faire de l'image, du son, on va avoir besoin, on va louer de la réserve de puissance. Voilà, ça c'est une problématique. Donc on a une maîtrise intime des algorithmes. Moi, mes ingénieurs font beaucoup de maths en fait. Donc on est capable de pas tout expliquer parce qu'il y a certains types d'algorithmes qui sont pas explicables, mais en tout cas on est capable de savoir ce qu'on fait, on sait ce qu'on fait, on n'utilise pas une boîte à outils mal maîtrisée. Ouais, ce qui est pas le cas d'autres peut-être. Voilà, ouais. Ce qui est pas le cas de tout le monde. On peut expliquer aux clients, voilà les données qui sont utilisées, voilà comment elles sont impactées. Il y a aujourd'hui les gros papiers de recherche aujourd'hui, les gros sujets de recherche pour les labos, c'est justement de mettre en place des systèmes qui expliquent les réseaux de neurones en disant voilà la décision qui a été prise, on peut vous l'expliquer, on peut expliquer ce qu'il lui a pris. Aujourd'hui ça marche pas. Alors il y a certaines technos qui sont explicables. Aujourd'hui du deep learning, c'est expérimental. Tous les labos travaillent sur ça pour pouvoir expliquer aux humains finalement comment la machine a pris sa décision. Voilà, donc il va y avoir, à mon sens, il y a une grosse prise de conscience des États de l'Europe notamment pour être indépendants à ce niveau-là et pas utiliser des ressources étrangères. Il y a le cas de Palantir qui est très connu, qui est une société qui appartient à Monsieur Thiel, qui est un gros actionnaire de Facebook et qui Palantir, tu sais, c'est l'œil de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux. Tu vois ce truc-là ou pas? Ouais, bah c'est Thiel, voilà. Thiel, c'est un peu l'inspirant en chef. C'est ça, c'est un peu l'inspirant en chef qui vend. Il fait partie des inspirants en chef, libertariens. Ouais, c'est ça. Tout pour comment créer des monopoles, etc. Ouais, c'est ça. Les gagnants emportent tout. Et donc, l'État français typiquement est en train de remettre en cause des contrats qu'ils avaient aujourd'hui pour du prédictif, pour l'armée, pour le ministère de l'Intérieur. Donc, il y a une vraie prise de conscience de ça. En termes de puissance de calcul aussi, il y a des projets de calculateurs européens dont les entreprises auraient un accès. Enfin voilà, les choses sont en train d'évoluer et on est en train de quitter une partie un petit peu foutraque où tout le monde annonce un petit peu n'importe quoi, je pense, pour arriver à des choses plus sérieuses. Ça se structure. Ça se structure avec des vitesses qui sont toujours un peu étonnantes. Dès qu'on fait de la bureaucratie, on est sur une autre temporalité, mais ça se structure. En un an, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été avancées, qui se structurent doucement. Bon, bah super. Bah merci beaucoup Antoine. Mais de rien Antoine. C'était les rencontres désinspirantes de Disruption Protestante. Retrouvez toutes les informations sur la série et écoutez les autres épisodes sur disruption-protestante.fr et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne rien rater. Disruption Protestante est une série produite par Antoine Gouritin, la musique originale du générique est de Julien Solaire.